quand Isabelle Lesage a créé le projet Protono, elle avait inclus dans le projet quelque chose qu'elle avait appelé centre d'enseignement. Et ce centre d'enseignement, sans savoir tellement, enfin, avec une idée qui était il faut arriver à spécialiser les professionnels en gériatrie et faire reconnaître d'une façon générale les professionnels de gériatrie comme spécialistes et non pas comme des gens qui étaient là, qui étaient mis là un petit peu en punition ou qui ne savaient pas faire grand-chose parce que, en effet, la gériatrie était une discipline qui n'était pas une discipline noble, entre guillemets, et qui, enfin, par noble, je crois qu'il faut entendre une discipline technique. Et donc, avec cette idée également répandue que la gériatrie nécessitait juste des soins de base sans une haute technicité. Donc elle m'a confié l'élaboration de ce centre, et mais avec cette idée que il n'y avait pas beaucoup d'argent pour pouvoir construire ce centre, et donc il fallait aussi que de mon côté j'essaie de trouver des subventions pour pouvoir élaborer, construire un projet et voir comment on pouvait faire sortir de terre ce centre de formation. Progressivement, en regardant un petit peu ce qui s'y passait, et c'était en l'an 2001, année où l'étude Pixel, qui concernait les besoins des aidants, qu'avait réalisé Philippe Thomas, qui est gériatre à Poitiers, en collaboration avec France Alzheimer et en collaboration aussi avec la Fondation Novartis, était sorti. Et donc, à partir des résultats de cette enquête, qui était une enquête qui avait quand même concerné, enfin qui était la première grande enquête concernant les aidants, les résultats m'ont interpellé, m'ont intéressé, et en regardant un petit peu les subventions qui étaient proposées, je me suis aperçu que dans le cadre du programme régional de santé publique, la DRASIF, donc la direction régionale de l'action sanitaire et sociale d'Île-de-France, avait proposait une subvention pour les aidants. Donc, en plus, l'hôpital Protono était en train de s'ouvrir, et l'idée de cet hôpital, c'était de faire du lien entre la ville et l'hôpital. Donc, pourquoi ne pas proposer un programme concernant les aidants, tant les aidants de malades à domicile que des aidants familiaux, des malades hospitalisés. Après avoir réuni un groupe de personnes multidisciplinaires pour faire un travail interdisciplinaire et surtout interprofessionnel, on a construit un programme. Alors je dis on, il y avait bien sûr des aidants familiaux, il y avait une aidante familiale de l'hôpital, une aidante familiale du domicile, il y avait une psychologue, il y avait une rééducatrice, il y avait des aidants, des hommes, des femmes et des médecins. Et tout ça nous a permis de construire un projet qu'on a appelé Conseil et soutien aux aidants, qui se développait sous forme soit de conférences, soit d'ateliers. À partir de tout ce qu'avait mis en évidence l'étude Pixel, on a
construit des conférences concernant, pour que les aidants puissent acquérir un savoir, et puissent mieux comprendre la maladie elle-même, la maladie, la démence, soit la maladie d'Alzheimer, soit les maladies apparentées. Et ce type de conférence était fait généralement de façon plus ou moins magistrale par des médecins, par des professionnels qui étaient spécialistes de la maladie d'Alzheimer et apparentée. Il y avait médecins, psychologues, rééducateurs et travailleurs sociaux. Donc, il y avait ces conférences se déroulaient le soir le soir, en fin d'après-midi généralement, pour permettre aux gens qui travaillaient de pouvoir se libérer et pouvoir participer à ces conférences. Les conférences se déroulaient une fois par semaine ou 2 fois ou une fois tous les 15 jours, ça dépendait. Et elles étaient toujours accompagnées sur d'autres jours par des ateliers. Et ce sont ces ateliers qui revêtaient davantage un aspect pratique. Alors on avait voulu que ces ateliers puissent répondre aux problèmes que se posaient les aidants familiaux à domicile, et qu'ils puissent trouver un lieu où ils entendent, en fin de compte, où ils puissent exposer ces problèmes et puissent trouver aussi une réponse. Par exemple, quand il s'agissait d'incontinence, ou quand il s'agissait de nutrition, en fin de compte, ou quand il s'agissait d'hygiène, il est bien évident qu'on pouvait, c'était soit une infirmière, soit une psychologue, soit une orthophoniste, soit une diététicienne qui était capable de venir exposer les situations que l'on pouvait rencontrer, mais d'une façon extrêmement succincte pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et ensuite, les aidants, eux, posaient un certain nombre de problèmes. Mais ce qui était intéressant, c'était que ces ateliers qui regroupaient généralement une quinzaine de personnes maximum étaient animés à la fois par un professionnel spécialiste du thème que nous avions défini, mais aussi avec toujours une psychologue ou un psychologue. C'est-à-dire que l'idée, c'était que lors de ces ateliers, il y ait à la fois une réponse pratique qui puisse être apportée par un professionnel, mais aussi toujours un garant qui était capable de faire circuler la parole pour que tout le monde puisse la prendre et qu'il n'y ait pas d'aidant qui la monopolise, et d'autre part, qui soit capable aussi de repérer les personnes qui étaient en situation d'angoisse et de dépression, comme ça arrivait souvent chez les aidants. En termes de diffusion, on avait une diffusion très large, et particulièrement, je me souviens fort bien d'une diffusion qui avait eu lieu par ces journaux quotidiens gratuits qui étaient Métro et 20 minutes, ou que sont encore Métro et 20 minutes, et qui avait fait complètement sauter le standard le jour où c'était sorti, car c'était une formation, un programme qui n'existait nulle part ailleurs. Alors, bon, progressivement, ce type de formation s'est multiplié sur tout Paris, mais pendant 3 ans au moins, ces programmes ont été répliqués 2 fois par an généralement, grâce à cette subvention de la Drasif,
ont regroupé à peu près au total 800 personnes qui ont assisté à ces conférences et à ces ateliers. Des gens, il y avait grosso modo, alors comme ça se passait sur Bretonneau, il y avait à peu près au début 50% des gens, enfin des personnes, des aidants qui habitaient le 17e et le 18e, et puis il y avait 25 personnes qui habitaient le reste de Paris et 25 personnes qui habitaient la proche banlieue. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que c'était quand même quelque chose, que c'était un réel besoin que on avait ciblé et que ces aidants étaient capables de prendre du temps sur leur propre temps pour venir participer non seulement aux conférences, c'est-à-dire acquérir du savoir, de la connaissance plutôt théorique, mais aussi venir voir ce qui se passait en atelier pour pouvoir parce qu'en fin de compte, ils avaient besoin de parler, ils avaient besoin de s'épancher, et parce qu'ils avaient aussi besoin d'une réponse personnalisée aux problématiques qu'ils rencontraient. Le public cible, c'était les aidants familiaux et des bénévoles. Parce qu'on s'était dit que le fait de faire en sorte que les aidants familiaux rencontrent les bénévoles pourrait permettre aux bénévoles de prendre le relais, particulièrement à domicile, des aidants, et du coup, donner un petit peu de répit aux aidants pour qu'ils prennent le temps de faire ce qu'ils avaient envie de faire et d'organiser leur temps personnel. Et là, ça a été le fiasco le plus total. Les aidants familiaux n'ont jamais créé de liens malgré les efforts des psychologues et des professionnels qui animaient les ateliers. Un questionnaire, une enquête avait été menée pour essayer de voir si les aidants familiaux étaient prêts à se faire remplacer par des bénévoles, et ils n'étaient absolument pas prêts. L'aidant familial est quelqu'un qui était dans la fusion avec son proche. Ce dont on s'est aperçu aussi, c'est qu'il y avait très peu d'aidants familiales de première couronne. C'est-à-dire, il y avait peu de conjoints, ça, extrêmement peu. Il y avait quelques enfants qui s'occupaient de leurs parents, mais les aidants familiaux qui étaient les plus nombreux étaient ce qu'on pourrait appeler des aidants familiaux de deuxième couronne, c'est-à-dire des aidants, des enfants généralement, ou des neveux, des nièces, qui venaient chercher des connaissances, qui venaient exposer des situations pour pouvoir rendre ensuite les résultats de cette recherche, de cette démarche, aux aidants qui étaient les aidants proches, proches des malades. Alors, ces professionnels étaient de plusieurs types. Il y avait des auxiliaires de vie sociale, car ces auxiliaires de vie sociale qui venaient sur du temps personnel, qui n'avaient pas la possibilité qui ne bénéficiaient pas de formation professionnelle par les organismes qui les employaient, donc venaient directement chercher de la formation. Il y avait aussi des professionnels de santé, libéraux, qui venaient particulièrement, qui participaient aux conférences, et il y en avait un certain nombre qui participaient aux ateliers. Mais là, progressivement, on s'est aperçu, on a interdit l'accès des ateliers à ces professionnels libéraux, tout simplement parce que les aidants familiaux n'avaient plus de place, pour pouvoir exposer leurs propres problématiques. Et en plus, ces aidants familiaux
qui étaient tout à fait prêts à faire tomber leur résistance, à pouvoir exposer leur situation devant des pairs, n'étaient pas du tout prêts à le faire devant des professionnels et étaient difficilement prêts à le faire aussi devant les bénévoles. C'est pour ça que sur certains thèmes, on avait regroupé les aidants familiaux ensemble pour qu'ils puissent s'exprimer comme ils le souhaitaient. Dans les ateliers débat, ce qui a été très intéressant, c'était la dynamique de groupe qui était installée. Dynamique de groupe sur des groupes restreints, c'est-à-dire entre à peu près 7 et 15 personnes, pas plus. Avec une dynamique de groupe, donc comme je l'ai exposé, installée avec deux intervenants, un intervenant professionnel et un psychologue, et où on s'est aperçu que très souvent, des aidants n'entendaient pas ni la parole du psychologue, ni la parole du professionnel, mais que aidant qui avait posé la question et qui attendait une réponse. Et c'était un autre aidant qui reprenait la réponse du professionnel à cette réponse et qui la retransformait et pouvait la redire à l'aidant qui avait posé le premier la question et qui de ce fait l'entendait. C'est-à-dire qu'on était dans une logique où la mise à distance de cet aidant n'était pas suffisante, mais que cette mise à distance, oui, était redonnée par le ricochet d'un autre aidant. Et ça, c'est quelque chose qui nous a semblé extrêmement important. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a recréé des groupes d'aidants exclusivement pour que les aidants se retrouvent entre pairs. Voilà. Alors, ce qu'on a ajouté à ce programme, c'est donc, on avait les conférences, on avait les ateliers, on a eu des ateliers donc, qu'on pourrait appeler des ateliers débat. On y a ajouté ce qu'on a appelé des ateliers pratiques, c'est-à-dire des ateliers qui permettaient aux aidants de venir acquérir un certain nombre de trucs, de savoir-faire de professionnels. Alors, sur Paris, et même sur la banlieue, un certain nombre de CLIC, donc de centres locaux d'information et de coordination en gérontologie, et particulièrement qui s'intéressaient aux malades Alzheimer, avant le plan Alzheimer, étaient venus voir comment se déroulait ce programme de formation qui avait eu lieu sur Bretonneau, enfin qui s'était développé sur Bretonneau, d'autant que ces gens-là en avaient entendu parler par des aidants qui y avaient déjà participé. Et donc, les CLIC ont développé et ont participé, enfin, ont développé en interne des programmes de formation et de soutien des aidants grâce à un certain nombre de subventions allouées par la DRASIP dans le cadre du programme régional de santé publique, et ce qui permettait de cette façon-là aux aidants de venir de bénéficier à proximité de leur lieu de résidence de formation et de soutien. Comme je le disais, on avait surtout, au bout d'un certain temps, au bout de 2-3 ans, on s'était donc aperçu que les aidants familiaux de première ligne n'avaient pas bénéficié de cette formation. D'où l'idée de développer des ateliers qui pourraient permettre aux
aux aidants de venir avec leurs malades. Et ça, on a réussi à le développer en partenariat avec l'Université Paris 5 et particulièrement l'UFR STAPS, c'est-à-dire Sciences Techniques, non, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin l'UFR STAPS, qui avait développé en interne une option qui s'appelle vieillesse, mouvement, handicap, adaptation. Et dans ce cadre-là, on a développé un certain nombre d'ateliers musicaux, de peinture, de jeux de société, des promenades, des jeux de boules, une multiplicité d'ateliers extrêmement ludiques qui permettaient aux aidants de venir avec leurs malades, et leurs malades étaient pris en charge à l'hôpital dans le cadre de ces ateliers. Et d'ailleurs, et c'était une véritable volière, une véritable ruche où tout le monde y trouvait son compte. Certains aidants pouvaient rester participer aux ateliers. D'accord. Certains, on avait mis aussi en place, s'ils le souhaitaient, des ateliers pour eux avec une psychologue pour qu'ils puissent s'épancher s'ils en avaient envie. En fin de compte, il y avait une quantité de possibilités qui étaient offertes pour permettre un répit aux aidants. Et il prenait ce répit de la façon qu'il le souhaitait. C'était vraiment quelque chose qui était... c'était un lieu complètement porte ouverte et où les gens pouvaient demander ce qu'ils avaient envie et on pouvait quasiment y répondre grâce particulièrement à ces étudiants qui étaient des étudiants de Master 1. Alors, l'autre chose que je voudrais juste terminer là-dessus, c'est que les aidants qui avaient bénéficié des formations conseils et soutien aux aidants familiaux et bénévoles, et particulièrement familiaux, sont venus me voir, quelquefois 2-3 ans après, pour me dire, pour me remercier d'abord de l'accompagnement qui avait été fait et de la façon dont, du coup, eux, avaient mieux géré leur vie et avaient mieux géré la fin de vie de leurs proches, soit une fin de vie qui était passée par la case institutionnalisation, soit une fin de vie tout simplement parce que le patient était décédé à domicile. Et ces aidants sont venus en me disant, ça vous nous avez aidé là-dessus, mais est-ce que vous ne pourriez pas imaginer quelque chose pour nous permettre à nous de savoir si on a bien accompagné nos proches. Il y avait dans leur questionnement, dans leur demande, un certain sentiment de culpabilité. Ils voulaient avoir une certitude et puis se dire, est-ce que l'accompagnement que j'ai fait pour mes parents, est-ce que je peux l'imposer aussi à mes enfants si jamais je suis dans le même état? Et dans ce cadre-là, on a créé deux types de formations. Une formation qu'on a appelée dans un premier temps trajectoire de vie, et puis ensuite qu'on a revu, on en a revu le titre et on l'a appelé être acteur de sa vie jusqu'au grand âge, tout simplement parce qu'il nous semblait important de faire réfléchir ces aidants sur leur projet de vie soit après leur vie professionnelle, mais aussi après une activité extrêmement intense qu'ils avaient eue dans l'accompagnement de leurs patients. Ces anciens aidants, d'une part, on trouvait suffisamment de force
se sont suffisamment, entre guillemets, revitalisés pour rebondir sur une action bénévole. Et nombre d'aidants ont continué leur activité par une activité bénévole de personnes, de personnes âgées. Ça, c'est une chose qui nous a semblé être important. Cette formation a été un tremplin pour que ces aidants puissent continuer leur vie et puissent valoriser en fin de compte toute l'expérience qu'ils avaient acquise.